Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouveau Zoom du Centre Begin. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Fabrice Balanche. Fabrice Balanche est expert en géopolitique, spécialiste reconnu du Moyen-Orient, notamment de la Syrie, du Liban et de l'Irak. Dites-moi si je dis des bêtises. Vous êtes agrégé de géographie, docteur en géographie politique, maître de conférence à l'université Lyon 2 depuis 2007. Et vous êtes ancien responsable de l'Observatoire urbain du Proche-Orient à l'IFPO, directeur du GREMO, chercheur dans deux think tanks américains. Vous êtes auteur de nombreux livres, notamment récemment en 2024 du livre Les leçons de la crise syrienne, qui a reçu le prix du livre de géopolitique. Vous êtes contributeur régulier dans de nombreux journaux et revues universitaires. Et on vous a donc sollicité ce soir pour nous parler d'un sujet qui préoccupe tous les Israéliens et de manière générale beaucoup de monde, beaucoup de gens de par le monde, qui est donc la Syrie, les nouveaux défis après la chute du régime de Bachar el-Assad. Et donc, je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté de vous rendre disponible pour le centre Begin et je vous donne la parole. Merci Monsieur Haddad. Bonjour à tous. Et je remercie le Centre Begin donc, de m'avoir invité pour cette conférence. Donc là, je vais vous parler ce soir donc, de la Syrie, les nouveaux défis qui concernent ce pays après la chute de Bachar el-Assad. Et puis surtout, quel est le devenir de ce pays avec l'affaiblissement de l'axe iranien. Parce que jusqu'en décembre 2024, la Syrie faisait partie, comme vous le voyez sur cette carte, de ce qu'on appelle l'axe iranien, que certains appellent le croissant chiite. Moi, je préfère appeler ça l'axe iranien, Liban, Syrie, Irak, sous contrôle de l'Iran. Alors la Syrie était un cas un peu particulier parce que c'est un pays en grande majorité sunnite, hein. Vous avez plus de 70% de la population qui est sunnite. Les chiites, c'est 1% de la population. Bon, si vous ajoutez les alaouites, 10% de la population, ça ne représente quand même pas une population très importante. Donc le régime iranien s'appuyait évidemment sur celui de Bachar el-Assad, lui-même alaouite, pour contrôler le pays. Et pendant la guerre civile, vous avez bien vu qu'il avait envoyé des dizaines de milliers de combattants, des combattants iraniens, des pasdaran, mais aussi des miliciens chiites irakiens, des Afghans, les fameux Hazaras, cette minorité chiite afghane réfugiée en Iran qui était envoyée en Syrie pour soutenir le régime, et bien sûr le Hezbollah libanais qui prêtait main forte au régime syrien. Et sans, évidemment, les 50 000 miliciens chiites fournis par l'Iran, plus évidemment le secours de l'aviation russe, hein, puisque en 2015, le régime syrien était quand même au bord de s'effondrer, mais grâce à l'intervention directe de la Russie, il a pu survivre. Eh bien, sans ces 50 000 miliciens, sans l'aviation russe, le régime ne tenait qu'à un fil. Et évidemment, euh, ce qui s'est produit en décembre 2024, hein, avec donc la chute du régime d'Assad, brise cet axe iranien et également libère, si vous voulez, le Hezbollah également de l'influence iranienne, parce que l'Iran ne peut plus ravitailler le Hezbollah libanais comme précédemment, lorsque vous aviez un boulevard, hein, entre Téhéran et Beyrouth via la Syrie. Et ça, cet effondrement évidemment du régime syrien, on le doit largement à Israël, qui a pendant plusieurs années bombardé systématiquement les infrastructures pro-iraniennes en Syrie, sentant évidemment la menace que représentait cette Syrie sous tutelle complète de l'Iran. Parce que même si à un moment donné, vous aviez la Russie qui était présente, elle s'est montrée finalement assez incapable d'empêcher les Iraniens et leurs alliés d'investir le sud de la Syrie, la proximité donc avec le Golan. L'action israélienne s'est évidemment accélérée après le 7 octobre. J'ai toujours dit que pour moi, le 7 octobre, euh,
c'était l'équivalent du 11 septembre, qu'on allait avoir un remodelage complet du Moyen-Orient et peut-être beaucoup plus intense qu'après le 11 septembre, parce que, à la différence des États-Unis, Israël n'est pas séparé du Proche-Orient par un océan, mais simplement par le Jourdain, et la menace est donc aux frontières. Donc il fallait évidemment éliminer l'ennemi proche, le Hamas, auteur direct du 7 octobre, mais bien sûr, la menace principale, c'est l'Iran, hein, la tête de cette pieuvre, dont un des objectifs est évidemment la destruction d'Israël, ça c'est très clair. Donc par conséquent, euh, il y a eu des bombardements sur les infrastructures iraniennes en Syrie qui ont fait que progressivement, les miliciens chiites qui étaient en Syrie, eh bien, ont quitté le pays, euh, retournant en Irak, retournant au Liban, surtout à partir du moment de septembre 2024 où Israël a lancé son offensive sur le sud Liban, ce qui a obligé le Hezbollah à retirer ses troupes de Syrie. La Russie était piégée par la guerre en Ukraine. Elles n'ont pas pu intervenir en Syrie. Sans doute aussi les Russes savaient-ils que le régime était quand même bien affaibli et qu'il serait difficile de le sauver. Et il a suffi donc à Hayat al-Sham, hein, l'ancien groupe al-Nosra, de lancer l'offensive. Au début, ça devait être qu'une offensive sur Alep, et puis finalement, fort de leur succès, surpris sans doute par leur propre succès, ils ont poursuivi avec vers Damas, puisque l'armée syrienne était complètement désorganisés et n'avaient vraiment plus envie de se battre pour un régime extrêmement corrompu qui méprisait même ceux qui l'avaient soutenu. Donc voilà ce qui s'est produit en décembre dernier. Si le régime syrien est tombé, ce n'est pas après 10 jours de combat qu'on a pu le dire, mais c'est après quand même 13 ans d'une guerre civile qui l'ont extrêmement affaibli. Et puis c'est surtout à partir du 7 octobre 2023, mais dès 2021, on a senti que la doctrine israélienne avait changé à l'égard de la Syrie. Hein, il y avait deux courants en Israël qui étaient faut est-ce qu'il ne vaut pas mieux garder le diable qu'on connaît, c'est-à-dire Bachar el-Assad? Après tout, le Golan est tranquille depuis 1974. Ou alors faire tomber ce régime qui est de plus en plus sous la coupe iranienne, mais au risque d'avoir un djihadiste au pouvoir. Et à partir de 2021, on a senti que la deuxième option commençait à s'imposer en Israël parce que justement la Syrie devenait une colonie iranienne. Le Hezbollah se renforçait puisque on avait un boulevard, les Iraniens avaient un boulevard pour le ravitailler en missiles divers. Et par conséquent, la situation devenait extrêmement dangereuse pour Israël, avec l'Iran qui était aux portes du pays. Et par conséquent, après le 7 octobre, là, le camp, je dirais, des faucons, de ceux qui ont décidé de faire tomber Assad, l'a, euh, l'a emporté. Alors, une Donc, simple question, si vous me permettez, sur la carte, la Syrie est en vert, ce qui correspond, d'après la légende, à allié distant des États-Unis. oui. La Syrie était un allié la Syrie de Assad était un allié des États-Unis? Non, la Syrie d'Assad, comme vous voyez sur cette carte, est un Ah, allié de l'axe eurasiatique, c'est-à-dire ah, de l'Iran et de la Russie. très Et bien. aujourd'hui, la Syrie d'Al-Shara, je l'ai mis dans le camp des alliés distants des États-Unis, parce que la Turquie et l'Arabie saoudite, euh, depuis plusieurs années, ont pris leur distance aussi vis-à-vis des États-Unis. Hein, ce ne sont plus des pays qui obéissent au doigt et à l'œil aux États-Unis. Ils ont leur propre stratégie, hein, leur propre autonomie stratégique, notamment la Turquie. Et vous savez que le nouveau régime syrien est soutenu à la fois, enfin, surtout par la Turquie et également par l'Arabie saoudite, et que, évidemment, cela en fait comment dire, un allié distant des États-Unis, mais plus parce qu'en fait, c'est un vassal
de la Turquie. Donc, si on veut comprendre ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, il faut évidemment comprendre cette architecture régionale, hein. Euh, le régime d'Assad est tombé parce que il y a eu le conflit, il y a le conflit entre l'Iran et Israël. Mais il faut aussi comprendre les dynamiques internes. Or, les dynamiques internes sont beaucoup plus difficiles à appréhender parce qu'il faut se rendre sur le terrain, parce qu'il faut faire du terrain. Or, la plupart des analystes font pas de terrain parce que le terrain c'est dangereux, parce qu'il faut parler arabe, parce que, enfin, il y a tout un tas de contraintes qui fait qu'on néglige les dynamiques internes de la société syrienne. En 2011, j'avais dit, attention, le régime syrien, le régime de Bachar el-Assad ne va pas tomber facilement, parce que la Syrie est un pays qui est divisé sur le plan communautaire. Et donc, les Alaouites ont peur que si le régime tombe, ben, qu'il se fasse manger par les sunnites. Les sunnites eux-mêmes sont divisés en clans, en tribus, etc. Certaines sont pour Assad parce qu'elles ont un intérêt matériel pour cela. Et à l'époque, personne ne voulait m'entendre. On considérait que toute la population syrienne unanimement était contre le régime et on ne voulait pas prendre en compte les divisions communautaires. Puisqu'on on ne les connaissait pas, alors il y avait un côté idéologique aussi, on ne veut pas voir le communautarisme, mais il y avait surtout la méconnaissance du terrain syrien. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Euh, Quand Assad est tombé en 2024, c'était l'euphorie, y compris en Occident. Euh, il y a eu le massacre des Alaouites en mars 2025. Il y a eu le massacre des Druzes, un premier massacre dans la banlieue de Damas au mois de mai, ensuite au mois de juillet. Dans un premier temps, quand les Alaouites se sont fait massacrer, on a dit oui, mais c'est une insurrection, une insurrection des anciens du régime d'Assad. Et voilà, il y avait la grande conférence des bailleurs pour la Syrie le 17 mars à Bruxelles. On ne voulait pas remettre en cause cette grande messe où voilà, les pays allaient financer la reconstruction de la Syrie et on considérait qu'Al-Shabaab, c'était finalement l'homme fort qui allait permettre de reconstruire le pays. Il venait de créer un gouvernement inclusif. Oui, il avait mis un ministre alawite, une ministre chrétienne, une ministre druze dans son gouvernement, donc ça suffisait à cocher les cases du formulaire de l'Union européenne. Euh, donc on n'allait pas, on a nié ce massacre, on a regardé ailleurs. Bon, euh, là avec les Druzes, quand même, on s'interroge. Alors on continue à lui pardonner parce que on se dit bon, il a besoin de temps. Et puis c'est un massacre entre les Bédouins et les Druzes. Mais attendez, il n'y a plus de Bédouins en Syrie depuis longtemps. C'est pas les Bédouins qui ont attaqué le Djebel Druze. Ce sont des groupes tribaux parce que la société syrienne est divisée en tribus qui ont été appelés par Ahmad al-Shara parce que ses troupes régulières n'ont pas réussi à éliminer les Druzes et parce que Israël a bombardé le palais présidentiel, a bombardé les colonnes de l'armée régulière de Shara pour lui faire comprendre qu'il fallait pas toucher aux Druzes. Donc il a appelé les tribus à la rescousse, mais c'est les tribus de populations sédentaires de la région de Derna, de la région de Raqqa, du nord de la Syrie, en leur disant qu'ils avaient le droit de pillage sur le Djebel Druze et qu'il fallait éliminer ces koufars, c'est-à-dire ces hérétiques que sont les Druzes, puisque pour Ahmad al-Shara et les sunnites qui sont au pouvoir, alaouites, Druzes, c'est des koufars, c'est des hérétiques. Ils n'ont pas le droit de citer, ils n'ont pas le droit d'exister. Et ça, c'est pas très difficile de manipuler les populations avec cet argument. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les dynamiques internes de la société syrienne qui sont peu comprises, pas du tout comprises, voire niées dans les capitales occidentales, alors que c'est essentiel pour comprendre également les dynamiques que nous avons dans ce pays. Et donc, je vais commencer par là, par ces
par ces dynamiques. Bon, tout d'abord une carte de la Syrie pour vous montrer un petit peu où on en est, hein. La Syrie est loin d'être un pays unifié. Euh, Chala contrôle les principales villes, Alep, Homs, Damas, Latakia. Euh, mais bon, le Djebel Druze lui résiste, évidemment. Dans le nord, l'armée nationale syrienne pro-turque est officiellement alliée de Chala, mais ils mettent du temps à rejoindre la nouvelle armée parce que tous les petits chefs de guerre veulent continuer à contrôler cette frontière qui représente une source de revenus absolument incroyable. Les tribus dans la vallée de l'Euphrate bon, ne sont pas non plus des alliés extrêmement fidèles. Et puis, bah, vous avez surtout les forces démocratiques syriennes, hein, cette alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis, qui contrôle le quart nord-est du pays et qui contrôle surtout les principales sources de pétrole du pays. Euh, et ils n'ont aucune envie, évidemment, de rejoindre la Syrie, de rejoindre le régime de Chala, parce que les Kurdes savent très bien que le jour où ils posent les armes, ils subissent le même sort que les Druzes et les Alaouites. Et puis vous avez la présence de Daesh, hein, de l'État islamique, notamment dans la steppe syrienne, extrêmement important, qui a recruté une nouvelle génération de combattants, de jeunes, 16, 18, 20 ans, euh, complètement désespérés par la situation économique, euh, frustrés, et qui voient dans l'État islamique, eh bien, finalement, le seul espoir d'avoir une vie meilleure, d'avoir du pouvoir, euh, parce que la population syrienne est vraiment dans une situation catastrophique. Euh, Situation catastrophique liée, et ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister, liée au problème démographique. Euh, le problème démographique qui, à mon sens, a été une des causes de la chute de Bachar el-Assad n'a absolument pas été réglé durant cette guerre, et à mon avis, il ne le sera pas avec ce nouveau régime islamiste. Quand vous regardez la population, la pyramide des âges de la population syrienne, vous vous apercevez que c'est une pyramide des âges d'un pays d'Afrique subsaharienne. C'est pas la pyramide des âges de la Tunisie, de l'Égypte, qui commence à être une pyramide en as de pique parce que la fécondité s'est effondrée. En Syrie, la fécondité est restée extrêmement élevée. Vous pouvez le voir sur le graphique au-dessus. Depuis 1940, la population syrienne a doublé quasiment tous les 20 ans. C'est les pays d'Afrique subsaharienne, hein, qui font ça. La Syrie est vraiment une exception démographique. Le problème, enfin, le problème du régime d'Assad, c'est que les minorités qui, en 1970, représentaient 40% du pays, chrétiens, alaouites, druzes, etc., en 2010, ils ne représentaient plus que 20%. Parce que eux ont un taux de fécondité assez faible. Les Druzes, les Alaouites, les chrétiens, c'est 2 enfants par femme maximum. Tandis que la population sunnite, en moyenne, on est toujours à 5, 6 enfants par femme. Et dans la région de Raqqa, de Deir ez-Zor, là, on est à des 10 enfants par femme. Donc, une croissance démographique galopante qui fait que le pays est surpeuplé par rapport à ses ressources et par rapport au système économique de la Syrie. Et c'est ça qui a conduit évidemment à la rupture et à la violence qu'on a eue en 2011 et pendant la guerre civile. Le problème n'est pas du tout réglé. Euh, L'estimation de la population syrienne en 2022, sur le graphe, et si on peut étendre à 2025, c'est qu'en gros, aujourd'hui, on a allez, 20 millions d'habitants en Syrie. Ils étaient 21 millions en 2011. On est à 20 millions aujourd'hui, mais vous devez ajouter 8 millions de réfugiés syriens. Les uns au Liban, en Jordanie, en Turquie, qui vont peut-être revenir. Il y a eu 500 000 morts, il y a eu une guerre civile épouvantable, et malgré tout, la population syrienne a continué à progresser, pas dire comme si de rien n'était, mais quasiment. Hein. Parce que cette guerre a fichu en l'air 50 années quand même de développement, oui, en termes éducatifs.
Avant la guerre, au moins, les jeunes filles allaient à l'école jusqu'à 18 ans. Ensuite, les unes se mariaient, les autres allaient à l'université, mais au moins jusqu'à 18 ans. Les mariages précoces avaient quasiment disparu, sauf dans les coins reculés comme Raqqa, où vous avez encore des filles qui se mariaient à 15-16 ans. Aujourd'hui, les enquêtes que j'ai pu faire en Syrie sur le terrain montrent que les filles sont mariées allez, à 15 ans parce qu'il n'y a plus d'école. Elles vont à l'école primaire et puis ensuite elles restent à la maison. Et dès qu'elles sont pubères, eh ben on commence à leur trouver un mari. Euh, Dans les zones sunnites, en plus, la polygamie est extrêmement répandue, donc et elle est revenue en force. Une mission que j'ai faite sur l'Euphrate il y a 2 ans, j'ai vu des femmes, elles avaient 20 ans, elles avaient déjà 3 enfants avec elles. Et elles vont continuer, je dirais, à faire des enfants à un rythme naturel. Parce qu'on est revenu avec cette guerre à une situation où c'est le nombre qui fait la force. Donc, plus vous avez d'enfants, plus vous avez une tribu autour de vous capable de vous protéger, qui montre votre force. Parce que l'éducation a disparu, donc les filles ne vont quasiment plus à l'école, alors on les marie tout de suite. Et puis parce qu'en temps de guerre, on cherche à protéger l'honneur des filles, et protéger l'honneur des filles, si on veut éviter qu'elles se fassent violer, qu'elles partent, etc., ça veut dire les marier le plus rapidement possible. Donc on est revenu vraiment en arrière d'une façon incroyable dans cette direction-là. Et puis vous avez en plus un régime islamiste au pouvoir qui est naturellement prolifique. Qui encourage évidemment la natalité. Dieu a prévu de la nourriture pour chaque enfant qui vient sur Terre. Donc ne vous gênez pas, allez-y. Faites des enfants. Et vous êtes aussi dans une stratégie de revanche, de conquête des berceaux. Hein. C'est-à-dire que par rapport aux Alaouites, aux Druzes, aux chrétiens, etc., il faut les submerger. Il faut les éliminer complètement. Hein. Parce que le deuxième volet de cette stratégie démographique, hein, c'est vraiment de peser. euh, mais ça veut dire on a un appauvrissement qui se produit. On a une société une économie qui n'est pas capable de nourrir de cette population, de lui offrir un cadre de vie correct. Ce qui va engendrer de la misère, de la frustration, de la violence. Et même si vous avez une aide économique venant des pays du Golfe en dizaines de milliards de dollars, je n'y crois pas beaucoup, hein, parce que les pays du Golfe aujourd'hui ont leurs propres soucis et ne vont pas entretenir la Syrie d'une façon, comment dire, extravagante. Euh, et donc, on a un pays qui va, en raison aussi de cette croissance démographique galopante, continuer à s'appauvrir et forcément qui va avoir des problèmes donc de reconstruction. Surtout que l'économie syrienne fait face à des défis structuraux euh, absolument incommensurables. Alors, on nous dit la Syrie, il y a du pétrole. Oui, il y a un peu de pétrole, mais comme je vous le disais, ce pétrole est surtout dans le nord-est du pays, sous le contrôle des Kurdes. C'est une carte qu'ils tiennent pour négocier leur autonomie avec le nouveau régime. Euh, mais ce pétrole, c'est pas l'Arabie Saoudite. Hein. La production pétrolière syrienne avant la guerre, c'était 380 000 barils par jour. L'Arabie Saoudite, c'est 9 à 10 millions de barils par jour. L'Irak, on est à 5-6 millions de barils par jour. Donc la production pétrolière syrienne permettait, si vous voulez, d'avoir une autosuffisance au niveau du pays, une petite exportation. Ils exportaient peut-être un quart de leur pétrole seulement. Il y a du gaz dans la région de Palmyre ce qui a permis d'alimenter les centrales électriques syriennes avec du gaz local, mais il n'y avait pratiquement pas d'exportation. Donc ce sont quand même des ressources extrêmement limitées. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'exportation, il n'y a plus de production de gaz. La production de pétrole, elle est tombée à 50 000, 100 000 barils par jour parce que, évidemment, les infrastructures n'ont pas été euh, maintenues pendant la guerre. Il faudrait beaucoup d'investissements pour retrouver la production d'avant-guerre. Et cette production d'avant-guerre, de toute façon, c'est-à-dire c'est pas le Golfe Persique. Donc, oublions le pétrole, les hydrocarbures, c'est pas ça qui va relever le pays.
La Syrie avait la chance d'être un pays autosuffisant quasiment d'un point de vue alimentaire grâce à son agriculture. Une agriculture qui, euh, qui est liée évidemment à l'eau, à une eau abondante. Dans l'est du pays, hein, le long de l'Euphrate, on avait d'énormes périmètres irrigués qui permettaient d'avoir une production de céréales assez abondante. Le problème, c'est que ces périmètres irrigués construits euh, dans les années 70 par les Russes et les Bulgares sont aujourd'hui complètement obsolètes. Il y a une déperdition d'eau d'à peu près 90%, hein, parce que c'est de l'irrigation par submersion, vous inondez les champs, et puis ça veut dire que si vous voulez qu'il y ait un mètre cube d'eau qui profite aux céréales, par exemple, il faut mettre 7 mètres cubes d'eau. Le reste part en évapotranspiration. Euh, et ça, avec le réchauffement climatique, avec la construction de barrages en Turquie, c'est plus possible. En plus, cette irrigation intensive euh, a, a provoqué des remontées de sel dans tous ces périmètres irrigués. Là, vous avez une image du périmètre irrigué avec en blanc, hein, c'est pas de la neige, c'est les remontées de sel, qui vous obligent à les nettoyer l'hiver en les drainant, ce qui crée également une utilisation supplémentaire d'eau. Il y a très peu de gouttes à gouttes, il y a très peu d'arrosage. Il y en avait un petit peu avant la guerre, mais avec la guerre, tout est parti en miettes. Et donc, cette agriculture syrienne, aujourd'hui, elle s'effondre complètement, d'autant plus qu'on rentre dans un cycle de sécheresse et que ce type d'irrigation, comme vous le voyez, traditionnel, n'est plus possible. Seulement, les gens n'ont pas les moyens d'acheter du matériel d'arrosage sophistiqué. Et puis, pour utiliser le goutte à goutte, il faut quand même une certaine technique, donc un investissement dans l'éducation des populations qui n'existe pas. Euh, donc l'agriculture syrienne est en train de s'effondrer complètement. Cette année, la Syrie va être obligée d'importer des céréales en masse si elle veut éviter la famine. Mais avec quel argent? Bon, peut-être que le Qatar fera un chèque, mais sinon ça va être la disette. Euh, les gens survivent dans beaucoup d'endroits sur des petits jardins, hein, comme c'est le cas là, sur l'Euphrate. Mais même ça, aujourd'hui, ils ont du mal à les entretenir. Avec le réchauffement climatique, cet été, vous avez les plantes qui ont carrément séché dans les jardins. Dans beaucoup d'endroits, on ne peut plus faire d'agriculture en plein champ. Et vous êtes obligé d'utiliser des abris plastiques tellement il fait chaud. Bon, voilà, ça, Ces, c'est ces des, photos, ces des photos, pro- Oui. excusez-moi, ces photos proviennent de vos propres déplacements sur le terrain? Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est des photos personnelles de mes déplacements sur le terrain. Vous pouvez donc les utiliser. Là, j'étais du côté de Deir ez-Zor en 2022. Euh, bon, voilà, c'est ça la réalité syrienne. Et c'est ça qui échappe, évidemment, à Bruxelles, à Washington, à ceux qui pensent à la Banque mondiale, à ceux qui pensent la reconstruction de la Syrie, parce qu'ils ne connaissent pas malheureusement cette réalité. Et cette réalité qui génère évidemment de la violence, qui génère de la frustration, qui est la principale source d'instabilité qu'on peut noter dans le pays aujourd'hui. Donc, voilà, c'est vous voyez, le rôle de la Turquie qui à la fois contrôle le régime syrien par les fournitures d'armes, par l'aide économique, mais qui contrôle aussi la Syrie parce que c'est elle qui a les clés par ses grands barrages sur la Syrie, mais également aujourd'hui sur l'Irak, hein, et qui domine vraiment les sources du Tigre et de l'Euphrate, qui sont je dirais, les veines de cette Syrie. L'industrie syrienne, qui était assez performante avant la guerre, du fait du protectionnisme, bon, s'est dégradée lentement mais sûrement durant la guerre, et aujourd'hui elle est complètement effondrée. Impossible de redémarrer l'industrie parce que la frontière avec la Turquie est complètement ouverte. Et donc tous les produits arrivent de Turquie, produits chinois, produits turcs. Euh, sont vendus dans les rues. Là, on voit de l'essence qui est vendue en jerrycan parce que les raffineries de pétrole ne fonctionnent plus. Les deux raffineries de pétrole qu'on avait en Syrie, à Homs et à Banias, l'essentiel du personnel était alawite.
euh, des sociétés publiques, des emplois assez bien payés, des sociétés aussi, des entreprises stratégiques qui appartenaient à l'État, et les Alaouites, proches du pouvoir, étaient évidemment dominants dans ces établissements. Évidemment, avec l'arrivée au pouvoir d'Ahmed El-Shara, tous les Alaouites se sont fait virer de ces raffineries. Donc, ils ont viré les techniciens, les ingénieurs, etc. Ils n'ont personne pour les remplacer et elle ne tourne plus. Donc l'essence est importée en fraude du Liban, de Turquie et vendue en jerrycan. Euh, vous vous promenez dans les rues syriennes, vous avez ben, voilà, les gens qui vendent, qui changent l'argent, qui vendent les cigarettes un peu partout. Là, on est à Alep, c'était en janvier dernier, où les gens vont à Idlib, vont en Turquie, ramènent quelques affaires et les vendent. Euh, les islamistes au pouvoir, en général, sont de très mauvais économistes. Pour eux, le modèle à suivre, c'est Mahomet, commerçant. Donc, ils sont libéraux, évidemment, en termes économiques, mais on voit le commerce sans entrave se développer. Quand ils ont pris le pouvoir en Tunisie ou en Égypte, ils ont détruit en quelques années l'économie formelle au profit de l'économie informelle. Et c'est ce qui est en train de se produire en Syrie. Donc j'ai plein d'amis entrepreneurs, industriels. Ils ont réussi à tenir le coup toute la guerre en Syrie. Là, ils sont partis parce qu'ils m'ont dit de toute façon, avec ce régime, on pourra pas faire redémarrer nos industries. On n'a déjà pas d'électricité. On manque de main-d'œuvre qualifiée. Et en plus, tous les produits arrivent sans taxe de Turquie. Donc, comment est-ce qu'on peut lutter? Hein, là, vous êtes à Alep, sur la place centrale, des vêtements chinois qui arrivent de Turquie, où les gens achètent ça. Donc, la Syrie a vraiment peu d'atouts, hein, pour pouvoir repartir. Alors, beaucoup parlent d'en faire un pays de transit, d'en faire un pays de transit, la nouvelle porte du Moyen-Orient vers l'Irak, vers le Golfe. Bon. Euh, DP World, la compagnie des Émirats, a promis d'investir 800 millions de dollars dans la réfection du port de Tartous. La compagnie française CMA CGM a promis d'investir 300 millions d'euros dans le port de l'Attaqué. Mais tout ça, c'est des promesses sur le papier, pour l'instant. Parce que quand on y réfléchit un petit peu, la Syrie, pays de transit pour le Moyen-Orient, c'est complètement absurde. Euh, le centre portuaire du Moyen-Orient, c'est Dubaï, c'est Oman, euh, c'est le port de Djebel Ali, qui est sur la grande route maritime Europe-Asie. Les conteneurs arrivent là et sont ensuite redistribués par cabotage ou par camion vers le reste du Moyen-Orient. Euh, Liban-Syrie, c'est une interface qui est fermée. Vous n'allez pas investir dans un pays où il y a de l'insécurité, un pays qui a des frontières, comment dire, difficiles à franchir quand vous faites de l'économie formelle, qui ne s'entend pas évidemment avec l'Irak. Donc, tout ça, c'est un mirage. À la limite, le développement des infrastructures portuaires syriennes pourront servir à la reconstruction du pays, parce qu'il y aura des besoins en termes de matériel, évidemment, mais la fonction de transit, tout ça, c'est un mirage. Ça ne peut pas fonctionner. Euh, donc le port de l'Ataquié restera un gentil port local, mais ça ne sera pas, comme on peut le penser, la nouvelle porte d'entrée vers le Moyen-Orient. Euh, donc, euh, on peut être extrêmement pessimiste quant à l'avenir de la Syrie quand on connaît justement ses fondamentaux. Visiblement, notre ministre des Affaires étrangères, Barrot, et puis son homologue allemande, qui ont visité la Syrie début janvier, eux, ont une vision beaucoup plus superficielle des choses.
C'est vrai que bon, tout le monde a envie que la Syrie se stabilise, que l'économie reparte et que le pays soit reconstruit. Mais ce n'est pas seulement en visitant Damas et en croyant aux promesses d'Ahmad Echala qu'on va obtenir des résultats. Alors bon, il y a eu, les Européens ont levé les sanctions. Ensuite, Trump a levé les sanctions sur la Syrie de façon accélérée parce que Mohamed Ben Salman lui a demandé. Et comme Mohamed Ben Salman a investi 600 millions de dollars aux États-Unis, Trump ne peut pas refuser grand-chose au prince héritier d'Arabie Saoudite, surtout que lever les sanctions, finalement, ça lui coûte pas grand-chose. Euh, et si ça peut faire plaisir au prince saoudien, pourquoi pas? Mais ce n'est pas parce qu'on lève les sanctions que les investissements vont arriver, ils vont pleuvoir sur la Syrie. On a 14 milliards de promesses d'investissement, de contrats qui ont été signés avec les compagnies du Golfe, l'extension de l'aéroport de Damas, la création d'un métro à Damas, enfin différents contrats. Mais qui va payer? Euh, qui va payer? Tout ça, ça reste en suspens. Euh, la Banque mondiale estime le besoin de reconstruction de la Syrie à 250 à 400 milliards de dollars. Mais euh, c'est pas les Qataris ou les Saoudiens qui vont faire un chèque, ni l'Union européenne, ni la Banque mondiale pour alimenter la Syrie. Quant aux entrepreneurs syriens, ils ont perdu beaucoup d'argent pendant cette guerre. Euh, Ils sont désormais en Égypte, en Turquie, dans le Golfe. Euh, ils n'ont aucune envie de venir risquer de nouveau leur bille dans ce pays instable, avec en plus un dirigeant syrien dont on se rend compte qu'il fonctionne exactement comme Bachar el-Assad, c'est-à-dire qu'il place ses proches aux principaux leviers de l'économie syrienne, et que si vous voulez investir en Syrie, eh bien, il faut partager à- avec les hommes de Chara. Et un ami syrien me disait, à l'époque de Bachar el-Assad, bon, on était obligé évidemment de payer quand on voulait investir en Syrie, mais on payait une fois l'investissement fait. C'est-à-dire on partageait les bénéfices. Là, aujourd'hui, non seulement il faut partager les bénéfices, mais en plus, il faut leur donner une avance. Euh, donc, il les trouve beaucoup plus gourmands que les précédents. Mais il me dit, mais c'est normal, parce que les précédents, leur caisse, elle était pleine. Donc, voilà, alors que eux, leur caisse, elle est vide. Donc, ils ont très faim et il faut davantage les nourrir. Donc, les entrepreneurs syriens ne sont pas prêts de venir réinvestir en Syrie. Ce qui fait que je suis assez vraiment pessimiste sur la- la- l'avenir du pays. Et si l'économie ne repart pas, forcément, on aura des problèmes politiques. Euh, Ce que veut Ahmad al pour la Syrie, c'est une république islamique centralisée. Hein. Euh, une nouvelle constitution, des élections libres sont prévues dans 5 ans, une fois qu'il aura tous les pouvoirs et qu'il aura éliminé toute forme d'opposition. Hein. De toute façon, ses mentors comme la Turquie ou d'Erdogan ou l'Arabie Saoudite, c'est pas des pays démocratiques, donc ils vont pas le pousser vers un système démocratique ou un système décentralisé. L'Europe pourrait insister dans cette direction, mais franchement, elle a très peu de leviers, très peu de moyens. Bon, après, il y a les États-Unis, mais comme vous avez pu le voir, les États-Unis voient surtout la Syrie à travers les yeux de Mohammed Ben Salman, aimeraient que les Saoudiens prennent plus d'ampleur en Syrie pour contrecarrer les Turcs, parce que Trump se méfie quand même pas mal d'Erdogan, il y a eu pas mal de déboires avec lui durant son mandat précédent. Mais euh, on sait bien que Trump, il veut pas faire du régime change, il veut pas perdre son temps au Moyen-Orient comme ses prédécesseurs. Par conséquent, il faut pas compter non plus tellement sur les États-Unis pour avoir un régime décentralisé, fédéral en Syrie. Euh,
ils se contentent de demander un gouvernement inclusif. Donc, comme je vous le disais, allez, vous prenez un chrétien, un druze, un alawite dans votre gouvernement, et puis on est content. Seulement là, ils se rendent compte quand même avec le massacre des Druzes et que la résistance des Kurdes, que finalement ça se passe pas si bien que ça, que les Syriens n'ont pas forcément envie d'avoir ce type de régime islamiste et centralisé et qu'il commence à y avoir pas mal de résistance. Alors, je parle pas de l'opposition politique, laïque. En France ou ailleurs, qui finalement a très peu de levier. Elle parle, mais sur le terrain, elle n'a pas grand-chose. Ceux qui ont le levier, en fait, ce sont les acteurs locaux, toujours, les tribus, les chefs de tribus, qui sont habitués depuis 13 ans, depuis 14 ans, depuis le début de la guerre civile, à avoir acquis une certaine autonomie locale et à contrôler les frontières, les checkpoints, à régler les problèmes entre les voisins, à régner sur leurs tribus. Et ceux-là, évidemment, ils ne veulent pas céder ce pouvoir à Ahmad el-Shara. Si on prend le cas des tribus, par exemple, de la région de Deir ez-Zor, là où se trouve le pétrole, ils n'ont aucune envie que ce soit Damas qui mette la main sur le pétrole syrien. Ils veulent l'autonomie pour pouvoir profiter eux-mêmes des ressources pétrolières qui sont sur leur territoire. Euh, donc, ces dynamiques-là, elles conduisent au maintien de la fragmentation du territoire syrien. Alors pour peu, après que vous ayez des puissances extérieures qui n'ont pas envie, évidemment, que Chala réussisse ou qui ont envie de prendre leur revanche contre Chala, je pense à l'Iran, je pense à la Russie, qui peuvent amener des armes, de l'argent pour soutenir ces groupes-là, on peut avoir une révolte interne. Jusqu'au mois d'avril, les Émirats arabes unis soutenaient par exemple dans la région de Daraa Ahmad Aouda, le chef des rebelles du Sud, les troupes de Shara ne pouvaient pas pénétrer dans cette zone. Bon, il y a dû avoir ensuite un accord entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Shara, euh, et Ahmad Aouda s'est retrouvé privé de ressources. Bon, il a disparu, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est en Russie? Est-ce qu'il est aux Émirats? En tout cas, les Émiratis ont cessé de soutenir les rebelles du Sud et Chala a réussi à en prendre le contrôle. Mais bon, voilà, ce type d'utilisation de chefs rebelles, de tribus, peut évidemment revenir si vous avez une dissension, par exemple, entre l'Arabie saoudite et la Turquie sur le devenir de la Syrie. Pour l'instant, il semble qu'il y ait un espèce de consensus, mais en cas de, re- de- d'opposition, hein, de retour d'un conflit entre l'Arabie saoudite et la Turquie, on peut très bien voir la Syrie repartir en guerre civile, une guerre civile intra-sunnite, parce que Turcs et Saoudiens auront des proxys opposés. Euh, la stratégie à l'égard des minorités d'Ahmed el-Shara, c'est une stratégie d'épuration ethnique, ça c'est très clair. Épuration blanche, hein, blanche, c'est-à-dire on va pas massacrer les gens comme les Turcs ont pu massacrer les Arméniens en 1915. Hein, on va faire quelques massacres, on va leur rendre la vie impossible et ils vont finir par quitter le pays. Hier soir, j'étais encore au téléphone avec une famille alawite de Damas. Qui sont complètement apeurés. Leurs amis viennent d'être chassés de leur domicile à Mezzé. Il y a tout un quartier alaouite qui vient d'être vidé de sa population par les troupes de Chara. J'ai d'autres amis alaouites qui me disent que bah, voilà, leur cousin, on l'a retrouvé assassiné dans un champ. La fille de la voisine a été kidnappée par des barbus. On ne sait pas ce qu'elle va devenir. Et donc, tous ces gens-là cherchent à partir, cherchent à quitter le pays. Alors, parmi les minorités, donc vous voyez sur cette carte, c'est assez divers. Si on prend les chrétiens, ils étaient 1,2 million avant la guerre, 5% de la population. Aujourd'hui, ils sont 200 à 300 000. Une population dispersée, plutôt urbaine.
Population âgée, la plupart des jeunes sont partis. Ceux qui restent, c'est vraiment les anciens qui voulaient pas quitter leur maison, mais qui aujourd'hui me disent, bon ben, on attend que le prix de l'immobilier remonte un petit peu pour vendre le magasin, vendre l'appartement, aller retrouver nos enfants en Suède ou aux États-Unis, parce que de toute façon, on n'a pas d'avenir dans ce pays. Et surtout, l'attentat qui a eu lieu contre l'église Mar-Elias en juin 2025, là, dans la banlieue de Damas, a sonné le départ. Hein. Tout comme, tout comme l'attentat contre la cathédrale de Bagdad en 2010 avait sonné le départ des chrétiens d'Irak. Hein. C'est très clair. Bon, Inch'Allah, les chrétiens, ça ne le gêne pas beaucoup. Il sait qu'il faut faire attention aux chrétiens parce qu'ils ont pas mal de réseaux en Occident, donc si on veut lever les sanctions, il faut les ménager. Là, la volte-face, enfin, ouais, le changement d'attitude des États-Unis à l'égard de Chara récemment, hein, où on a vu Tom Barrack qui a parlé d'un régime décentralisé. Alors, il n'a pas parlé de fédéralisme parce qu'il sait que c'est un mot un peu tabou, mais il a dit que non, le centralisme là que vous êtes en train d'installer, ça va pas. Ça, c'est lié notamment au fait que le pasteur évangélique de Soueda et toute sa famille ont été assassinés au mois de juillet. Et évidemment, les réseaux évangéliques américains, qui sont très bien connectés à Trump, ont tiré la sonnette d'alarme. Hein. Souvenez-vous, la brouille entre Washington et la Turquie à propos de l'affaire du pasteur américain qui avait été emprisonné par Erdogan. Hein, il a fallu qu'Erdogan le libère avant pour que les relations puissent s'apaiser avec les États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qui est passé assez inaperçu, mais qui a son importance. Donc Chala fait attention aux chrétiens, tant qu'il peut. Hein. Euh, bon, mais il protège les églises. Hein. Quand vous allez à la messe à l'église catholique d'Alep, il y a deux gardiens devant avec des kalachnikovs. Mais les chrétiens ont peur que ces kalachnikovs se retournent contre eux. Moi, j'ai un ami chrétien à Alep, il m'a dit, moi, je vais pas à l'église avec deux gardiens armés devant, hein, parce que ces types-là, c'est des djihadistes. Donc, ils peuvent vider leur chargeur pendant qu'on est à la messe. Oui, mais s'ils sont pas là, il peut avoir aussi un kamikaze qui se fait exploser dans l'église. Hein. Donc les chrétiens ont très peur. Hein. Les autorités religieuses, bon là j'étais avec euh, l'évêque syriaque orthodoxe de Hasakeh, c'était juste avant la chute d'Assad, il avait encore le portrait d'Assad dans son bureau d'ailleurs. Euh, bon, ils sont assez prudents, ils parlent pas beaucoup, ils s'expriment pas parce qu'ils ont peur évidemment des représailles sur les communautés. Euh, mais les chrétiens de la rue, eux, ils parlent plus facilement. Mais là, ils m'ont tous dit qu'ils partaient, qu'il n'y avait plus aucun espoir dans ce pays. Surtout qu'ils ont quand même connu pas mal de massacres pendant la guerre. Là, on est sur le Rabour, dans la région de Tel Tamer, qui a été prise par Daesh en 2015. Il y avait 30 000 Assyro-Chaldéens dans ces villages. Ils sont tous partis et les églises, les villages ont été détruits par Daesh. Donc, les chrétiens savent que pour eux, la Syrie, c'est terminé. Hein. On ne peut pas évidemment leur jeter la pierre de penser ça. Les Alaouites sont sans défense. Hein. Alors, ceux qui sont à Damas, ils sont en train de se faire expulser. Ils retournent sur la côte, dans la montagne alaouite, très belle montagne que j'ai parcourue pendant des années, parce que j'ai fait ma thèse sur cette région. Une montagne refuge, hein, où les croisés d'ailleurs avaient installé des forteresses inexpugnables. Hein. Ça, c'est le château de Saône, à l'arrière de l'attaquer. Mais voilà, cette montagne n'a pas suffi à les protéger des massacres début mars. Massacres qui n'ont pas commencé le 6 mars comme le régime de Chara le dit, mais qui ont commencé le 4 mars à l'attaquer dans le quartier alaouite d'Atour. J'ai des amis qui au petit matin m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient attaqués par le régime. Euh, Ensuite, les forces du régime de Chara ont attaqué un village sacré des Alaouites, le village d'Alié dans la montagne. C'était vraiment une provocation contre la religion alaouite. Et puis après, les colonnes infernales sont arrivées. Effectivement, des Alaouites ont pris les armes pour essayer de se défendre. C'était pas une insurrection. Ils cherchaient pas. Ils savaient très bien qu'ils n'arriveraient pas de toute façon à reprendre le contrôle de cette région et à se protéger. C'était juste vraiment de l'autodéfense.
violence, et ça a été le massacre. Et vous voyez sur la carte de la région côtière, les massacres, ils ont surtout eu lieu non pas au fin fond de la montagne dans des villages isolés, ils ont eu lieu à Banias, petite ville côtière, où il y a eu plus de 300 morts, à côté de Jablé, le long de l'autoroute, dans des zones facilement accessibles, dans des zones que le régime aurait pu protéger. Il a prétendu que c'était des éléments incontrôlés qui faisaient ça. Pas du tout. C'est comme pour les Druzes, hein. Il y avait ces forces régulières, et puis évidemment des milices, des tribus qu'ils avaient appelées à la rescousse, et qui ont eu le droit de pillage dans toute cette région. Euh, Là, on les voit en train de massacrer les gens dans les villages. Et là, c'est l'enterrement des victimes à Banias. Euh, les Druzes, euh, les Druzes, c'était un cas particulier. Donc, il y a deux peuplements druzes en Syrie. La banlieue de Damas, Jalamana, Sarnaya, Jdaïdé, euh, qui sont devenus des quartiers druzes aux portes de la capitale, et le Djebel Druze, où la population est druze à 90%, et puis vous aviez 5% de chrétiens et 5% d'arabes sunnites, en fait, des bédouins sédentarisés. Mais en fait, le Djebel Druze et Jalamana et les druzes de Damas, ils fonctionnent en symbiose. Hein, tous les druzes de Jalamana, ils ont une maison de Djebel, et vice-versa. Bon. Quand Assad est tombé en décembre 2024, les milices druzes de Soueda ont participé à la prise de Damas, mais ils allaient surtout protéger les quartiers druzes de Damas, de peur que ces quartiers soient massacrés. Et évidemment, ils sont restés dans ces quartiers et ils les ont protégés. Et le régime n'a pas accepté cette situation, et dès le mois d'avril, mai, a commencé à provoquer les Druzes dans la banlieue de Damas, pour prendre le contrôle des quartiers druzes. À ce moment-là, Israël a d'ailleurs réagi en bombardant la proximité du palais présidentiel pour faire comprendre à Chala qu'il n'était pas question de toucher aux Druzes. Et Israël a envoyé aussi des drones qui sont passés au-dessus des quartiers druzes, menaçant évidemment les milices de Chala. Et j'ai un ami druze qui m'a dit, quand on a entendu les drones israéliens, on a su qu'on était sauvés, on a vu les miliciens de Chala partir. Euh, bon, l'étape suivante, ça a été évidemment l'attaque du Djebel Druze en juillet. Euh, Chala, tout d'abord, a utilisé son armée régulière, et puis il s'est heurté à une résistance des Druzes, plus le soutien israélien aux milices druzes. Donc, comme il ne voulait pas risquer évidemment une confrontation directe avec Israël, il a préféré reculer. Et ensuite, il a appelé à la rescousse les tribus, euh, se dégageant de la responsabilité du massacre, hein. Euh, mais bon, là encore, grâce au soutien israélien, les Druzes ont pu résister. Euh, et ça, cette affaire a quand même montré, voilà, montré le vrai visage de Chara, c'est-à-dire son objectif, c'est vraiment d'éliminer les minorités du pays, de faire de la Syrie un pays sunnite, arabe sunnite, parce qu'il reste évidemment une minorité importante, ce sont les Kurdes, hein, dans le nord du pays, qui contrôlent donc cette région et qui sont la prochaine cible d'Al-Shabaab. Et là, les Kurdes, ils ne tiennent que parce qu'ils ont encore le soutien américain, parce que sinon, coincés entre la Turquie et les forces d'Al-Shabaab, ils sont quand même en très mauvaise position. Surtout que dans cette zone, le nord-est syrien, 60% de la population, elle est arabe, et 40% kurde seulement. Et les Arabes de la région, eh bien, une bonne partie préfèrent être sous le contrôle de Damas que sous le contrôle des Kurdes, parce qu'il y a un racisme anti-kurde qui est extrêmement puissant. Tant qu'il y avait Bachar el-Assad au pouvoir à Damas, bon, ils acceptaient le contrôle des Kurdes parce qu'ils ne voulaient pas tomber sous le contrôle de Bachar el-Assad. Mais maintenant que vous avez un arabe sunnite au pouvoir à Damas, eh bien, il voudrait se débarrasser de la présence kurde. Et donc, juste après le massacre des Alaouites, le 10 mars 2025, vous avez Mazloum Kobané, le chef des forces démocratiques syriennes, qui a signé un accord avec Chara, où il prévoyait de l'intégration du nord-est syrien et des forces démocratiques syriennes dans le nouveau régime syrien.
Alors évidemment, ça a été salué par les bailleurs de fonds étrangers, montrant que Chala était capable d'unifier la Syrie pacifiquement. Ça permettait de laver évidemment le problème avec les Alaouites. Mais en fait, tout ça, c'est un accord de dupes. Mazloum Kobané, il n'a absolument aucune confiance dans ce djihadiste qu'est Chala. Il sait très bien que s'il pose les armes, les Kurdes vont se faire massacrer. Le plan A, c'est on gagne du temps. On signe cet accord, mais en fait, on ne fait rien, on attend. On attend 6 mois, on attend un an, en espérant, en pensant que la situation se dégrade du côté de Damas, que Chara se fasse assassiner ou qu'on reparte en guerre civile du côté de Damas. Et par conséquent, les populations arabes qui vivent dans le nord-est se diront, vaut mieux rester sous contrôle des Kurdes parce qu'au moins on a la paix, on a la sécurité. Et finalement, avec le massacre des Druzes, bah c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, vous avez quand même les États-Unis qui changent d'attitude à l'égard de Chara, qui maintiennent leurs troupes dans le nord-est, et on peut espérer ainsi que les Kurdes puissent conserver leur autonomie. Le plan B, si d'aventure le régime syrien arrive quand même à stabiliser le pays, bah, à ce moment-là, on négociera. On négociera la restitution des territoires arabes, Raqqa, Deir ez-Zor et son pétrole euh, à Chara, euh, en échange du maintien de l'autonomie kurde dans les zones purement kurdes, c'est-à-dire Kobané et Kamishli, par exemple. Mais je pense que c'est plutôt le plan A qui est évoqué parce que quand vous allez dans le nord-est syrien, visitez les... Là, j'étais dans une commune près de Kamishli. Sur les murs, vous avez les photos des martyrs, vous avez les photos des jeunes Kurdes qui sont morts durant la guerre contre Daesh. Hein, parce que c'est quand même les Kurdes qui ont payé le prix du sang pour éliminer Daesh. Hein. Il n'y avait pas de troupes au sol françaises, américaines qui risquaient leur vie. C'est les Kurdes qui ont éliminé Daesh. Et normalement, en échange, les Occidentaux devaient assurer l'autonomie du Kurdistan vis-à-vis de la Turquie, mais aussi vis-à-vis de n'importe quel régime syrien à Damas. Or là, bon, on est quand même en train, plus ou moins, de les abandonner. Mais eux, ils ont payé un tel prix, si vous voulez, dans la lutte contre Daesh. Ils ont conquis leur liberté, voilà, avec leur sang, ils sont pas prêts de l'abandonner. Hein. Euh, Partout où vous allez dans le Kurdistan, vous avez ces cimetières avec c'est à Kobané, avec les gens qui ont été tués par les djihadistes. Et eux, ils font pas de différence entre Daesh et Hayat Tahrir al-Sham. Hein. Pour eux, c'est tous les mêmes. Hein. Il y a pas, d'ailleurs, ils se trompent pas. Euh, Vous avez aussi dans cette région, comment dire, une promotion de la femme. Hein. Là, c'est la mère de Hasakeh. Euh, Partout, comment dire, on est quand même dans un système séculier où on fait la promotion de la femme. Ça n'a absolument rien à voir avec le régime islamiste que vous avez en Syrie. Donc, ils peuvent pas s'intégrer. C'est pas possible. Hein. Donc, Mazloum Abdi, lui, c'est un très fin politique. Il sait très bien à quoi s'en tenir par rapport à Chara. Bien, bon, j'ai beaucoup parlé, là, je vais conclure rapidement, puis on a encore du temps pour les questions. Donc, vous pouvez voir que la situation en Syrie hein, n'est pas du tout stabilisée. Kidnapping, assassinats se multiplient. L'économie syrienne est dans une situation pire que sous Assad. Et l'euphorie de la chute du régime de Bachar el-Assad, eh bien, elle s'est pas mal dissipée et beaucoup de gens commencent à protester. Or, le nouveau régime, s'il peut encore compter sur le soutien des Arabes sunnites conservateurs, notamment des campagnes, des petites villes qui sont sa base sociale, hein, les classes populaires et les classes moyennes, en revanche, il a déjà perdu la bourgeoisie de Damas parce qu'il a eu la bonne idée de supprimer les fonds de commerce, la notion de fonds de commerce. Donc la bourgeoisie de Damas, d'Alep, de Homs a perdu des fortunes avec cette nouvelle mesure qui vise finalement à la marginaliser au profit de nouveaux venus, notamment la bande de copains d'Idlep qui rêvent de transformer l'argent gagné pendant la guerre en s'appropriant finalement les places commerciales centrales. Donc là, la bourgeoisie syrienne, elle commence déjà à... Enfin, c'est pas qu'elle commence, hein, c'est qu'elle est vraiment... elle a déjà basculé. Euh, donc, sa base sociale, il faut qu'il la contente. Il faut qu'il lui donne des choses. Qu'est-ce qu'il peut leur donner?
Vous avez vu que la Syrie n'a pas beaucoup de pétrole, donc c'est pas avec ça qu'on peut acheter la paix sociale comme ça a pu se faire en Irak. Tout simplement en offrant à cette base sociale, eh bien, les biens confisqués au, entre guillemets, soutien de l'ancien régime. Alors, toutes les minorités, hein. Les Alaouites sont en train de se faire spolier de leurs biens, de leurs immeubles, de leurs appartements à Damas, à Homs, de leurs terres du côté de l'Attaquié. La bourgeoisie sunnite ou autre se fait spolier ses fonds de commerce et donc les magasins sont attribués à des nouveaux venus. Dans les villages druzes, qui ont été conquis évidemment par les sunnites, bah, ça a été le pillage généralisé. Et les gens de Deraa, en fait, ils rêvent de quoi? Bah, ils rêvent tout simplement de s'emparer de la montagne druze et de ses richesses. C'est une agriculture assez dynamique dans la montagne druze. Euh, voilà un petit peu ce qui est promis aux minorités avec ce nouveau régime. Donc ça ne peut que mal se passer, hein. Bon, si Chala réussit, ça ne sera pas par l'apaisement, mais ça sera parce qu'il aura réussi à expulser ces minorités. On se dirige donc vers une Syrie de plus en plus homogène sur le plan ethnico-confessionnel. La seule solution qui pourrait permettre aux minorités de rester serait un système fédéral qui garantisse leurs droits et puis le fédéralisme, ça a aussi l'avantage d'éviter l'autoritarisme, hein. Bon, le seul point positif, je dirais, c'est que la Syrie a quitté l'orbite iranien, hein, puisque l'axe iranien est cassé, mais elle est tombée aujourd'hui dans l'orbite turque, la volonté néo-ottomane d'Erdogan, hein, de reconstituer l'Empire ottoman, alors non pas territorialement, mais en tout cas à travers son influence, avec les deux piliers, hein, que sont, comment dire, l'influence économique et militaire de la Turquie et aussi l'influence religieuse de la Turquie, puisque la réislamisation, par exemple, de Sainte-Sophie, il y a quelques années, euh, c'est c'est restitué finalement à Istanbul et à Erdogan quasiment le titre de calife, hein, comme c'était le cas sous l'Empire ottoman. Et donc, pour lui, pour Erdogan, la Syrie, c'est le laboratoire de cette exportation du néo-ottomanisme. Euh, même si l'Arabie Saoudite essaie de se faire une place en Syrie et de tempérer, si vous voulez, l'influence turque, ça sera quand même très difficile, hein. Très difficile parce que euh, Hayat Tahrir al-Sham a été soutenu par les Turcs depuis 10 ans. En plus, les seuls qui apportent une aide concrète aujourd'hui, militaire et financière, au nouveau régime, c'est la Turquie pour le militaire et pour le financier, c'est le Qatar qui est allié de la Turquie. Le Qatar qui paye les salaires des fonctionnaires, qui a acheté du gaz à l'Azerbaïdjan pour faire tourner les centrales électriques syriennes. Donc les Saoudiens ont quand même du mal à s'imposer en Syrie. Bon, le destin évidemment de la Syrie est lié à l'évolution de la situation régionale, du conflit, hein, Israël-États-Unis face à l'Iran, parce que l'Iran n'a pas renoncé évidemment à son influence dans la région, influence sur ce ventre mou qu'est le Proche-Orient, mais la situation interne, hein. Et la situation interne est extrêmement grave. Je vous le disais, cette année, c'est la sécheresse, et on prend pour un cycle de sécheresse. Il y a des problèmes d'eau incroyables. Dans la banlieue de Damas, vous avez 2 heures d'eau par semaine. À Saké, vous n'avez plus d'eau. L'achat de l'eau pour les populations, ça représente 20 à 25% de leurs revenus. Ah, c'est absolument incroyable. Et quand on regarde par exemple les investissements promis à la Syrie, alors l'aéroport de Damas, le port de Latakia, des hôtels 5 étoiles pour attirer les touristes du Golfe, il n'y a rien sur l'eau par exemple, hein. Il n'y a rien sur les services de base pour la population. Ce qui montre que ce régime navigue complètement à vue et ne comprend absolument pas les enjeux pour sa population. Donc je pense que ça va très rapidement mal se passer, qu'on va avoir donc ce qu'on a vu dans le Djebel Druze, hein, dans le Djebel Alaouid, ça va évidemment se multiplier. Euh, le tout sous-tendu par quand même ce qui est le problème de base, à mon avis, de la Syrie, cette croissance démographique galopante qui est totalement suicidaire. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, vous êtes assez pessimiste que sur les négociations entre Israël et la Syrie, pour que la Syrie rejoigne éventuellement les accords d'Abraham. Oui, bah d'ailleurs, je crois qu'Achara là-dessus a dit qu'il n'était pas possible de rejoindre les accords d'Abraham parce que Israël occupait une partie du territoire syrien, donc c'était pas comme les Émirats arabes unis ou d'autres pays qui n'étaient pas dans cette situation. En plus, si il rejoint les accords d'Abraham, il y a de fortes chances qu'il se fasse assassiner par des plus radicaux que lui, parce que signer la paix avec Israël, enfin, regardez ce qui est arrivé à Sadat, hein. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de djihadistes dans son entourage qui ne lui pardonneraient pas. Par contre, dire qu'on va signer les accords, donc négocier. Hafez el-Assad, il a négocié pendant 10 ans avec Israël la terre contre la paix, etc. Pendant le temps des négociations, eh ben, on est charmant avec vous, on vous apporte une aide économique, etc. Puis c'est ce qu'il souhaite en fait, hein, négocier parce qu'il sait que pendant le temps des négociations, on va lever les sanctions, on va lui apporter une aide financière, mais à la fin, ça bloquera parce que un type qui s'est appelé Al-Jolani, c'est-à-dire le Golanais pendant 20 ans, il peut pas renoncer au Golan, tout Donc, simplement. est-ce que la présence israélienne sur le Golan syrien est appelée à être maintenue? Alors, donc, les 400 km² qui ont été conquis à partir de décembre 2024, la zone démilitarisée, vous voulez dire? Oui. Oui. Ah bah, je pense que pour Israël, c'est un gage, c'est-à-dire que si d'aventure on avait un accord, peut-être pas un accord final, mais en tout cas un accord provisoire. L'enjeu pour Israël, ça serait de restituer ces 400 km², le mont Hermon, la zone les ruines de Quneitra, pour permettre à Shala de sauver la face, en disant, voilà, j'ai récupéré le Golan, en gros. Euh, mais comment dire, tant que, enfin, je pense que la présence israélienne dans la zone démilitarisée, elle est appelée à durer. Question de Hadi. Quel avenir envisagez-vous pour les Alaouites? Vous avez évoqué le problème démographique et le manque de soutien extérieur. On affirme que le gouvernement de Damas refuse de leur accorder la paix. En même temps, une tentative armée de leur part serait suicidaire. Oui, les Alawites ont été saignés à blanc par la guerre, hein. Il y a un quart des hommes entre 20 et 50 ans qui sont morts, un quart des hommes qui sont éclopés, puis un quart des hommes qui sont au Liban, en Irak, qui sont partis parce que, surtout après décembre, ils avaient peur de se faire tuer. Donc, c'est pas dans ces conditions que vous pouvez avoir une force militaire capable de prendre le contrôle de leur région d'origine, par exemple. Région d'origine, hein, d'ailleurs, si vous regardez les cartes que je vous ai montrées, où les Alaouites, c'est pas comme le Djebel Druze, où dans le Djebel Druze, il y avait 90% de Druzes, 5% de chrétiens, 5% de sunnites. Là, dans la région alaouite, les Alaouites sont seulement 50-60%. Les villes comme Latakié, Banias, Jablé, elles sont à majorité sunnite. Donc, puis vous avez beaucoup de réfugiés sunnites qui sont arrivés de Homs pendant la guerre. Donc, ils n'ont pas un territoire homogène finalement aujourd'hui qui permettrait de se défendre. Euh, donc, pas d'hommes assez nombreux pour pouvoir se battre, pas un territoire assez homogène pour en créer un réduit, pas de soutien extérieur. Je vois mal les Russes, par exemple, décider de soutenir un Alaouistan. Euh, donc, c'est vraiment la communauté qui va subir, qui va être euh, ouais, enfin, poussée au départ. Ça, c'est très clair. Question de Laurent. Quel est l'objectif du Qatar en Syrie? L'objectif du Qatar en Syrie, déjà, c'est de prouver qu'il avait raison en 2011, prouver qu'il avait raison en 2023 par rapport à l'Arabie Saoudite. C'est prendre sa revanche déjà sur l'Arabie Saoudite, hein, il faut bien comprendre ça. Ensuite, vous avez une alliance très puissante entre le Qatar et la Turquie, parce que lorsque vous avez eu le blocus du Qatar en 2017, les Turcs sont arrivés à la rescousse et quelque part ont empêché l'invasion saoudienne du Qatar. Donc le Qatar a une dette vis-à-vis de la Turquie et
il participe donc à la stratégie néo-ottomane de la Turquie. Le Qatar voudrait donc veut participer à cette mainmise sur la Syrie, à cette influence sur la Syrie. Il n'y a pas de stratégie tellement économique. Euh, non, c'est vraiment voilà, dans le cadre de leur alliance avec la Turquie, dans le cadre aussi de leur politique d'être indispensable par la médiation. Euh, Là, le Qatar, voilà, c'est l'intermédiaire avec les talibans, c'est l'intermédiaire avec le Hamas, c'est l'intermédiaire avec Charah, de manière à se rendre indispensable pour se protéger justement de l'hégémonie saoudienne. Alors, pour rejoindre la dernière carte que vous avez exposée, certains prédisent un éventuel conflit entre Israël et la Turquie. Est-ce que, d'après vous, ça serait possible? Je dirais que on a déjà des frictions hein, en Syrie entre Israël et la Turquie, puisque la Turquie veut remettre sur pied une armée syrienne, une aviation syrienne, et pour Israël, il n'en est évidemment pas question. Donc on a vu Israël bombarder récemment des bases militaires syriennes où les Turcs devaient installer des avions. Bon, il n'y a pas eu de mort côté turc. Euh, le conflit dans le Djebel Druze entre les troupes de Chara et puis les milices druzes s'apparente un peu comme une guerre de proxy hein, entre la Turquie et Israël. Si les Turcs attaquaient les Kurdes, est-ce que Israël les protégerait comme elle protège les Druzes aussi? En tout cas, je sais qu'Israël fait du lobbying aux États-Unis pour que, évidemment, les Américains maintiennent leurs troupes dans le nord-est et bloquent la Turquie. Donc, on n'a pas de guerre pour l'instant, on a plutôt une lutte d'influence. Est-ce que ça. Bah, je pense pas quand même que ça puisse dégénérer en conflit entre la Turquie et Israël. Enfin, j'espère. Vous avez mentionné le nom de Tom Barak, c'est l'ambassadeur américain en Turquie. Il me semble que c'est un personnage assez important, si vous pouvez dire quelques mots sur lui. Parce que, Oui, alors, donc c'est l'ambassadeur américain en Turquie, mais c'est aussi l'envoyé spécial de Donald Trump pour la Syrie. Alors c'est intéressant parce que il est à la fois assez pro-turc, il a beaucoup d'amitié pour la Turquie, il épouse souvent le discours d'Erdogan, euh, donc c'est l'envoyé spécial pour la Syrie. Donc on sent bien quand même cette proximité avec les Turcs et le projet turc en Syrie. Mais récemment, il a quand même changé un petit peu d'attitude. Bon, il est ambassadeur, donc je pense que Trump, le département d'État, lui ont dit de modérer un petit peu son enthousiasme à l'égard de Chara et à l'égard de la Turquie, parce que ça déplaisait également aux Saoudiens, hein, que cet alignement, comment dire, des États-Unis sur la politique turque, parce qu'on a quand même une Arabie Saoudite qui, euh, qui n'est pas d'accord pour voir la Syrie, le Liban, l'Irak tomber sous le contrôle turc. Vous avez quand même cette opposition entre l'Arabie Saoudite et la Turquie pour le leadership sur le monde sunnite. Hein, autant Erdogan réislamise Sainte-Sophie, mais quand même les Saoudiens, c'est quand même les gardiens des lieux saints, donc ils voient mal cette Turquie aujourd'hui revenir dans le champ religieux sunnite. une autre question de Laurent, est-ce qu'on peut imaginer un rattachement des Druzes du sud de la Syrie à Israël? C'est compliqué, vous voyez la carte, le Djebel Druze, il est quand même séparé d'Israël par toute la région de Daraa, qui elle est sunnite. Et c'est pas une région déserte, hein, vous avez 1,5 million habitants dans cette zone. Alors, euh, une autonomie druze protégée par Israël, ça va être compliqué. Il faudrait qu'il y ait une ouverture vers la Jordanie. Il faudrait qu'il y ait un poste frontière qui s'ouvre entre le Djebel Druze et la Jordanie, mais jusqu'à présent, la Jordanie refuse. Euh, et puis, le Djebel Druze en lui-même, il peut difficilement survivre économiquement, coupé du reste de l'environnement syrien.
notamment des liens avec Damas. En tout cas, un rattachement à Israël. Alors après, les Druzes qui sont dans les villages du Mont Hermon, comme Arnay par exemple, là, ça serait tout à fait possible, parce qu'il y a une continuité territoriale avec Israël. Mais ceux du Djebel Druze, là, c'est plus difficile. Donc, pour quitter un peu le Moyen-Orient, vous avez été donc victime assez récemment en France de protestations de militants pro-palestiniens qui ont interrompu une de vos conférences à l'Université de Lyon. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de cette atmosphère en France et on finira sur ça? Oui, bah, donc le 1er avril dernier, donc j'ai été interrompu par une vingtaine de personnes cagoulées, masquées, aux cris de racistes, sionistes, c'est vous les terroristes. Bon, sympathique. Qu'est-ce qui vous Qui a ont... valu ces insultes? Ce qui m'a valu ces insultes, bah, c'est le fait que j'avais dénoncé sur CNews le fait qu'il y avait eu une occupation illicite d'une salle de l'université dans laquelle ce groupe appelait les étudiants à venir faire la rupture du jeûne. Ils avaient organisé un coin prière. Et ensuite, comme la salle leur avait été retirée, ils ont bloqué le campus. Sur des motivations clairement islamistes. Et donc j'avais dit que c'était une atteinte à la laïcité et qu'on avait eu droit au premier blocage islamiste du campus. Mais enfin, je sais que j'étais déjà dans le collimateur de ces groupes islamo-gauchistes, étudiants, mais également soutenus par une partie des professeurs de mon université, hein, qui épousent clairement ces thèses, parce que bah, j'ai dénoncé justement les atteintes à la laïcité dans cette université, parce que j'ai dénoncé la propagande pro-Hamas, pro-Hezbollah qui était faite. Euh, Parce que je considère que le Hamas est un mouvement terroriste et non pas un mouvement de résistance, contrairement à la plupart de mes collègues. Et ça me vaut évidemment beaucoup d'inimitié. Euh, donc voilà ce qui s'est produit. Et outre cette agression, il y a quand même le fait que la présidence de mon université ne m'a pas du tout soutenu, même plutôt enfoncé, puisque dans une interview, la présidente de l'université, 2 semaines plus tard, affirme que ça ne l'a pas étonné ce qui est arrivé, vu mes propos sur Gaza. Alors, j'aurais bien qu'elle m'explique aujourd'hui quels étaient ses propos. Enfin, voilà. Donc, tout est de ma faute parce que j'ai essayé d'avoir une vision rationnelle du Moyen-Orient et non pas une vision idéologique comme la plupart des collègues. Et donc ça va très loin parce que bah, c'est malheureusement l'atmosphère qui règne dans la plupart des facultés de sciences humaines et sociales, de sciences politiques en France. Vous avez une domination de l'extrême gauche, de groupes islamo-gauchistes, la France insoumise qui fait évidemment beaucoup de prosélytisme, mais également des groupes liés aux frères musulmans qui utilisent, comme toujours, la cause palestinienne pour mobiliser et pour faire aussi avancer des revendications clairement islamistes, comme, bon, port du voile est autorisé à l'université, malheureusement, mais après, c'est les revendications sur le halal dans les restaurants universitaires ou le fait de disposer de coins prières dans les universités. Euh, voilà, de casser finalement l'université laïque. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour cette conférence qui était d'une précision et d'une expertise vraiment précieuse et c'était très très intéressant. Et donc je rappelle que le Centre Begin organise régulièrement des conférences au Centre Begin même à Jérusalem, mais aussi en Zoom. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe WhatsApp sur lequel sont diffusées toutes les informations. Je viens de mettre le lien sur le chat. Je remercie une fois de plus Fabrice Balanche pour cette soirée et le temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Bonne soirée.